C'est à soir. Pas beaucoup de monde ce soir. Grosse game des Canadiens. Boston, Montréal, peut-être que c'est la raison. Parce que, à regarder, on est où dans le classement, ça devrait être payant ce soir. Fait que, ce soir, OK, pour eux, que c'est leur première fois, c'est pas compliqué. Comment je fonctionne durant ces rencontres-là, c'est que vous pouvez demander n'importe quelle question. Gênez-vous pas, si vous avez des questions que vous voulez demander, vous pouvez juste lever votre main en bas ou écrire dans le chat. Donc, c'est les deux façons de demander une question. Après ça, je vais vous donner le droit avec le micro si vous avez des questions. Excusez-moi, je pogne mon souffle. Je suis en train de courir dans la rue pour venir ici. Ouh, c'est une bonne bière au moins. Good. En gros, ce soir, qu'est-ce que je vais vous parler? Je vais vous montrer quelque chose que j'ai fait dans la communauté payante dernièrement. OK? Je vais faire ça une fois, mais je ne vais pas les montrer à chaque semaine, mais j'ai fait une analyse sur un stock sur ServiceNow. Puis, je vais vraiment juste vous montrer un peu comment j'analyse une compagnie. OK? Fait que pour eux qui sont dans la communauté payante, ben, peut-être que vous l'avez déjà vu. Sinon, OK, vous allez voir un peu plus en détail comment que je fais. Pourquoi je vais vous montrer ça? Je pense que c'est un bon exemple du style de travail que je fais dans l'autre groupe, puis je vais commencer à faire de plus en plus. Mais deuxièmement, je pense que c'est un stock qui est vraiment d'actualité, qui est intéressante, qui est intéressant à évaluer. Puis on va regarder aussi en détail qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau des marchés boursiers. C'est où qu'on s'en va. Demain, il y a une grosse journée. OK? On parle de taux d'intérêt au Canada puis aux États-Unis qui va être annoncé demain. Est-ce que ça va faire baisser? Est-ce que ça va faire monter le marché? C'est où qu'on s'en va avec tout ça? OK? Fait qu'on va regarder ça en détail ce soir. Comme je dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me fait plaisir. Je suis là pour ça. Puis c'est ça, en ce moment, je regarde, là, j'ai une trade que j'avais pris tantôt qui commence à être pas mal payante, je suis bien content. Ça va payer payer Saint Patrick, comme on dit. Fait que, on va aller ensemble regarder l'analyse que j'ai faite sur une compagnie. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions avant tout, que je rentre dans le vif du sujet de qu'est-ce que je vais regarder avec vous ce soir? Ma vision sur l'or, si possible. Ouais, bonne question. Écoute, l'or, en gros, il y a deux gars dans le groupe qui se spécialisent là-dessus, fait que je le check moins qu'avant, pour être bien honnête, à cause que c'est vraiment eux, je trouve, qui sont les meilleurs là-dessus. Ils font pas mal plus d'argent que la moyenne du monde là-dessus. Mais si j'étais pour donner mon verdict rapidement, je vois peut-être un petit peu plus de downside, mais je préfère pas trop me prononcer sur l'or juste à cause que c'est plus quelque chose que je check autant comme avant à cause que maintenant, j'ai délégué cette tâche-là à du monde qui sont, selon moi, meilleurs que moi sur l'or, OK? Mais si j'étais pour vous parler de l'argent, par contre, que je regarde quand même pas mal, je dirais que l'argent, je vois un peu plus de downside encore jusqu'à environ 72 OK? Fait que le gros problème avec les métaux précieux actuellement, c'est qu'on a un dollar américain qui est très fort aux États-Unis. Pourquoi? Ben, quand tu as une guerre en Iran qui explose, tu as le prix du pétrole qui explose, ben, ça crée des pressions sur l'inflation potentielle. Deuxièmement, ça crée aussi un flight to safety, ce qu'on appelle, OK? Fait que, un flight to safety, qu'est-ce que je veux dire? C'est que quand il y a de la peur dans le marché, le monde, les investisseurs, les fonds d'investissement cherchent à aller se réfugier, à aller acheter finalement une monnaie qui est un peu plus liquide, qui est sécure, et ça, c'est le dollar américain. La vraie question, c'est est-ce que le dollar américain va continuer de monter, prendre la force? Ça va vraiment dépendre de demain. Demain, c'est une grosse journée pour ça. Fait que c'est pour ça que je préfère pas trop me prononcer là-dessus pour le moment, à cause que ça va vraiment dépendre de ce qui sort comme information aux États-Unis à 2 heures et 2 heures et demie, principalement demain en après-midi. Ça va être le moment en réalité le plus important pour le dollar américain et des marchés des métaux. OK? Euh, Ouais, si on parle de ServiceNow, OK, ServiceNow, c'est une compagnie cotée en bourse aux États-Unis qui est dans le software, qui n'est pas un stock que tu peux trader sur FTMO. OK? C'est pas un stock de prop firm dans tout. Fait qu'on on va aller checker ça en détail. Je vais vous partager mon écran. Comme je dis, à soir, on est vraiment plus dans du value investing. On va regarder comment analyser une compagnie ensemble, pourquoi une compagnie pourrait être intéressante selon moi. Puis, je vais juste vous montrer un peu que oui, OK, je fais beaucoup de trading, mais je fais de l'investissement aussi. Fait que c'est ça que je partage dans mon autre communauté. Fait que je pense que ça va être intéressant de comprendre un peu c'est quoi la façon de faire quand j'analyse une compagnie. Puis après ça, on va parler aussi des marchés boursiers un peu. OK? Fait que je vais commencer par marché boursier, excusez-moi, rapidement. Puis après ça, on va aller voir en détail qu'est-ce qui se passe sur le reste. OK? Fait que je vais vous partager mon écran, ce sera pas bien long.
Good. Fait que si on en regarde, OK, S&P 500, aujourd'hui, j'ai pris une position là-dessus, OK? Fait que S&P 500, indice de référence aux États-Unis. Si on en regarde, OK, qu'est-ce qui se passe en chaque semaine, OK? Fait que si on commence par ça. Chaque chandelle ici, ça représente un mouvement d'une semaine. Si on regarde ici sur le graphique, on voit que la semaine passée, ça n'a pas été bon. OK? Fait que, qu'est-ce qui cause actuellement de la pression sur les marchés boursiers américains? Ben, c'est la guerre avec l'Iran. OK? Fait que la guerre avec l'Iran, qu'est-ce que ça crée comme réel problème? C'est que ça vient rajouter une certaine incertitude, crainte par rapport à l'inflation. Fait que si on a le détroit d'Ormuz qui continue de rester bloqué comme il est actuellement, puis ces bateaux-là, les tankers, ils restent dans les régions puis ils n'ont pas le goût de traverser, ben, on a un sérieux problème de distribution de barils de pétrole. Fait que cette distribution-là, qu'est-ce que ça crée? C'est que ça crée un peu une pression sur le prix que le monde est prêt à payer parce qu'il y en a moins maintenant qui est en circulation qu'avant. Le réel enjeu, okay, c'est que les États-Unis ne peuvent pas se permettre d'avoir trop d'inflation, surtout considérant que le marché de l'emploi commence à ralentir drastiquement. Okay? Trump, si vous en souvenez, il est rentré au pouvoir, on met des tarifs, on va baisser l'inflation aux États-Unis, drill baby drill. On veut vraiment réduire le plus possible le prix à la pompe. C'était ça son mandat le plus possible depuis le début. Okay? Mon point de vue par rapport à la situation de l'Iran, c'est que les États-Unis ont mal joué leurs cartes. Je pense qu'ils n'ont pas nécessairement envisager ou réaliser que l'Iran allait autant riposter que ça et allait bloquer le détroit d'Ormuz. Okay? Puis pourquoi je dis ça, c'est qu'ils ont utilisé des outils qui sont, selon moi, de dernier recours, dont les sanctions sur la Russie. Okay? C'est que si vous en souvenez, on a la fameuse guerre Russie-Ukraine qui date depuis quand même plusieurs années maintenant. Mais depuis que Trump est rentré au pouvoir, il a essayé de trouver un certain terrain d'entente entre Poutine et finalement Zelensky. Puis ce terrain d'entente-là, c'était vraiment pour finalement régler la situation qui se passe dans cette région-là. Le problème, c'est que Poutine n'est pas vraiment euh, en accord, on dirait, avec ce que Trump veut. Fait que pour essayer de mettre de la pression supplémentaire sur la Russie, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a des rounds de tarifs supplémentaires qui ont été mis de l'avant pour essayer d'isoler la Russie du monde international. Le problème ici, c'est que si tu as Trump qui enlève ces tarifs-là pour pouvoir maintenant rajouter du pétrole en circulation au niveau mondial, ben, c'est un signe que il n'est pas vraiment content avec ce qui se passe avec l'Iran. Puis deuxièmement, qu'il est en train de perdre un peu le contrôle sur le prix du baril. Okay? Fait que ça va un peu contre la thèse qui essaie d'isoler la Russie parce que maintenant, si tu enlèves des sanctions, c'est pas vraiment ça que tu fais. Fait que c'est pour ça que je dis, je suis pas certain que c'est une situation qui est 100% maîtrisée par les Américains. Et le danger avec ça, c'est qu'on a un marché maintenant qui est quand même pricé bien. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est quand on achète les indices boursiers, on paye des multiples donc des price earnings, le prix divisé par les bénéfices qui sont relativement élevés. Okay? Fait que si on a maintenant une crise d'inflation, on va dire qu'on a plus d'inflation que prévu, puis on s'entend au début de l'année 2026, on pensait que les taux d'intérêt allaient couper aux États-Unis et tout ça. Mais maintenant, ça commence à être un discours qui est de plus en plus en train de changer. Puis le danger avec ça, c'est que si on a de l'inflation, taux d'intérêt qui reste plus élevé, est-ce que c'est justifiable de payer les mêmes multiples? Et la question à ça, la réponse à ça, excusez-moi, c'est non. Okay? Fait que, est-ce que c'est probable, est-ce que ça fait du sens statistiquement que le marché baisse? Oui. Okay? Il y a plein d'autres dangers actuellement qui commencent à arriver, comme crise de crédit, du marché, excusez-moi, de l'emploi qui baisse aux États-Unis. Fait que c'est pour ça que je dis la rencontre de demain, selon moi, elle est cruciale aux États-Unis. Powell, il va donner un peu son verdict sur qu'est-ce que le pétrole pourrait avoir comme impact sur l'inflation américaine. Ça va nous en dire beaucoup sur la direction future. Okay? Mais actuellement, dans la communauté, qu'est-ce que je regarde? C'est vraiment plus, est-ce qu'on peut aller plus bas? Mon opinion pour le moment, c'est que oui, on s'en va plus bas. J'ai deux scénarios en tête. Je pense qu'on s'en va, un à 6500 sur le S&P 500 ou probablement à 6000 sur le S&P 500. Okay? Fait que si c'est ça qui arrive, ben, ça veut dire que le marché en général, les stocks devraient baisser. Ça va créer une opportunité supplémentaire, mais il y a quand même des compagnies qui sont déjà attrayantes au prix actuel. Okay? Fait que ça, c'est ma petite parenthèse rapidement sur les indices boursiers, sur qu'est-ce que je vois. Aujourd'hui, la position que j'ai prise ce matin, que j'ai partagée dans mon groupe en live ce matin, c'était un short ici à cause que je vois vraiment le marché continuer plus bas avec le fondamental. Okay? Fait qu'après ça, au niveau technique, qu'est-ce que je viens faire? C'est que je suis venu regarder pourquoi je voulais short ici. Donc, un FIB 61 avec une zone de résistance dans un marché qui est clairement plus baissier, qu'on n'est pas capable de revenir récupérer ces niveaux-là. C'est une bonne indication, selon moi, qu'on devrait continuer à la baisse dans les prochains jours, prochaines semaines,
à moins que le discours demain de Powell soit vraiment différent que ce que j'anticipe. OK? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ça? Non, gênez-vous pas, là, c'est gratuit, les questions. Hein. Ah, peut-être que je devrais charger, comme je dis toujours. Si je charge, il va y avoir plus de fait des bids. Yes, Raph, ce sera pas long. Je vais donner le droit de parole. Yes, sir. Raph? Excusez, ouais, fallait que j'autorise de mon bord aussi. Ouais, ben, à propos du discours de Powell demain, tu penses pas que, ben, il n'y aura pas vraiment de surprise, puis que, vu ce qui se passe justement en Iran, puis tout ça, il n'y aura pas de changement au niveau des taux. Puis deux, Il n'y aura pas de changement au niveau des taux, ça, c'est garanti. non, c'est ça que je me dis. Là. Mais, puis deux, tu penses pas que le monde va se foutre un peu du discours de Powell comme il est plus là dans genre 2 mois? Hmm, Que ça peut avoir un impact, pas le fait qu'il s'en nécessairement, aille, parce justement. qu'il y a Warsh après, ou Kevin Warsh, excuse-moi. Oui, qui est supposé être hawkish Ouais, lui aussi. exactement. Il est supposé être hawkish aussi. Puis le marché, au début, il n'a pas aimé cette réaction-là quand c'est lui qui a été, qui a été proposé. Fait que, tu sais, on peut pas nier le fait que l'inflation vient d'une partie du pétrole. Puis le pétrole, actuellement, si tu regardes juste le prix à la pompe quand tu vas gazer, ben, crime, c'est pas mal plus cher que ça l'était il y a un mois. Là. Ah oui. OK? Fait que est-ce que ça a un impact sur les consommateurs? Ça a-t-il un impact sur le prix de certains articles? Tu sais, le pétrole, là, c'est dans le plastique, c'est dans tout, c'est dans tellement de choses que je vois difficilement comment que ça peut être positif, le message qu'il va dire. Est-ce que c'était Non, déjà c'est ça. anticipé par le marché? Non, sans dire que ça serait un discours inverse, je veux dire, est-ce que ça pourrait faire en sorte que ben, finalement, ça n'aura même pas de différence, justement, que ça va juste continuer. Même s'il y aurait un discours positif, ça ne changerait rien. Euh, discours positif, ça changerait. Non, un discours positif, le marché, selon moi, il commencerait à remonter. Ouais. Parce que discours positif, c'est vrai, il dirait sûrement non, on va pas d'impact. S'il dit le pétrole n'aura pas d'impact sur l'inflation puis les taux, on va Là, continuer avec c'est les sûr que là, attentes. on fait un gros aussi. Là, mais Ouais, ouais, là, je me demandais on va si le commencer à marché pourrait popper. dire ben non, t'as pas raison. Puis, on Ouais, moi, je suis plus complètement. demain, je suis plus de l'avis que genre ça sera peut-être neutre à moins bon. Ouais. Mhm. Ouais. Ouais, c'est ça que je pense, en tout cas. Non, Peut-être que c'est je ça, peux les me données de tromper, mais l'inflation, puis les données du pétrole, puis les données du mais tu sais, marché du travail l'autre sont là. problème On aussi, va c'est faire que vite, quoi. l'autre problème, c'est que si tu regardes les derniers chiffres d'emploi qui ont sorti aux États-Unis pour le mois de février, c'était une catastrophe. C'était dans les pires chiffres depuis très, très, très longtemps. OK? Fait que le danger avec tout ça ici, c'est qu'on rentre dans une période de stagflation. Je suis pas certain qu'on rentre dedans, mais qu'il y a des possibilités. Euh, Est-ce que la bourse devrait faire des nouveaux all-time high? Non. Puis l'affaire, c'est que si je regarde, mettons, Goldman qui ont sorti leurs estimés, ils ont baissé le prix. OK? Ils s'attendent maintenant que le marché boursier termine l'année ou soit à 6200 sur le S&P 500. Fait que 6200, là, c'est en bas ici. Là. OK, ça, c'est ça qui ont sorti la semaine passée, là, à cause du pétrole. Puis je suis pas tant en désaccord avec eux. Je pense que ça fait du sens, ce qu'ils disent. Fait qu'en gros, c'est quand je vois tous ces scénarios-là, cette information-là qui sort sur le marché, je me dis, bon, écoute, il y a une forte probabilité. Puis tu le vois dans le marché actuellement, OK? Je vais vous montrer une couple de choses que j'ai partagées dans ma communauté. Ah, puis le pétrole n'a pas tant droppé là, depuis son high non plus. Là, il est encore à Non, il n'y 90. a pas de Les temps, il n'y a gains, pas de temps de repère. il y a encore beaucoup de volatilité de minimum 2 $ par jour, quasiment à chaque jour, là, depuis 2 semaines. Ouais, je vais vous partager quelques petits autres trucs. Pas long, mon ordi vient de bugger. Je vais vous partager quelque chose d'autre. Good. OK, avec ça, je vous partage ce qu'il y a dans l'autre communauté. En gros, qu'est-ce que je veux vous montrer ici, là, c'est que c'est rare que je montre ça, mais là, je vais vous montrer à ce soir parce que je pense que c'est intéressant. OK, marché d'emploi aux États-Unis sous pression, inflation va donner le point central avec l'explosion du prix du baril, multiples de S&P 500 qui sont probablement trop élevés. Le crédit est remis en question. OK, il y a des fonds actuellement qui commencent à bloquer toutes les requests de sortie du capital. La Fed ne va pas couper en 2026. Donc, OK, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Situation de stagflation. OK, si on regarde le graphique ici, qu'est-ce que j'ai fait? OK, là, je vais vous donner un super bon truc. J'en ai utilisé pas mal d'AI dernièrement, puis le meilleur que j'ai utilisé, c'est Claude de loin. OK?
Puis il y en a des fois qui disent, ah ben là, tu utilises l'AI, pas besoin d'avoir des analyses. Ouais, c'est bien correct, OK? Tout le monde a accès à Claude, mais qui est concrètement capable de l'utiliser correctement? Ça, c'est la question que j'ai eue, qui est vraiment importante. Il y a beaucoup qui ne demandent pas les bonnes questions. Fait qu'il faut le guider dans la bonne direction, ton outil d'AI, si tu veux être capable d'aller extraire la bonne information, OK? Fait qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est juste demander, regarde, je veux que tu me sortes les différents, OK, chiffres d'emploi. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on regarde, OK, février 2026, c'est dans les pires qui est sorti depuis 2024, OK? Fait qu'on est vraiment dans une situation qui est précoce à cause que ça devrait faire monter les taux d'intérêt, baisser les taux d'intérêt, mais à l'inverse, maintenant, on a une situation qu'on pourrait avoir plus d'inflation. Fait qu'est-ce que la Fed peut vraiment baisser les taux? J'en suis pas convaincu, OK? L'autre danger aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a eu, OK, des révisions qui sont extrêmement négatives dernièrement, OK? Fait que beaucoup de révisions négatives à cause que, un, il y a moins de monde qui participe au rapport d'emploi aux États-Unis, puis tout ça, ça en dit beaucoup sur est-ce qu'il y a des jobs qui ont été ajoutés dans la dernière année, oui ou non, OK? Fait que le problème, c'est que si on regarde, OK, en réalité, on regarde, OK, depuis décembre 2025, on pensait qu'on avait finalement, OK, ajouté des jobs, tandis que c'était négatif. Fait que toutes les révisions dans les derniers mois, ça a été pas très bon, à part finalement janvier. Mais la chose qui est importante de comprendre ici, c'est que le marché de l'emploi est beaucoup plus instable qu'on l'aurait cru dernièrement. OK? Fait qu'est-ce que j'ai regardé ici? Je me suis dit, bon, mais si on regarde historiquement, mettons, les périodes qu'il y a eu de l'inflation, puis qu'il y a eu des marchés d'emploi qui sont moins forts, c'est comment que le marché boursier a réagi. Fait que je suis allé sortir ici les différentes périodes. Qu'est-ce que j'ai réalisé ici? C'est qu'on a eu clairement une contraction des bénéfices par action, okay, des price earnings qu'on paye. Puis on regarde ici que les rendements étaient vraiment plus bas. Okay? Fait que, tu sais, ça a été moins 18, du moins 37, moins 6, moins 20, moins 41. Est-ce que le marché a encore de la place à baisser si on rentre dans ce style de situation-là de stagflation? Bien, clairement que oui. Okay? Là, après, qu'est-ce que je regarde? Okay? C'est que je regarde, mettons, le price earning 12 mois. OK? Est actuellement à 20,7 si on regarde les 12 mois futurs. OK? Fait combien de fois je paye les bénéfices des 12 prochains mois? Ben, on est à 20,9, OK? Qui est honnêtement pas si pire que ça. Mais si on regarde les trailing, je paye combien de fois les 12 mois passés? J'étais à 27,7, qui est quand même super élevé. OK? Fait que si on regarde la petite analyse ici que Goldman disent, en gros, eux, c'est qu'est-ce qu'ils disaient, c'est qu'on devrait avoir un retracement des bénéfices, puis que c'est eux qui sont arrivés finalement avec les 6 200 sur le S&P 500, qui selon moi fait bien gros du sens. OK? Des questions par rapport à ça? Je vais voir s'il y a des commentaires, ce sera pas bien long. Good. Fait on va aller maintenant jumper dans un stock que je check beaucoup. J'ai parlé pas mal dernièrement, ServiceNow. OK? Je vais vous montrer un processus. C'est la seule fois que je vais vous montrer ça, mais je pense que ça va être quand même golden pour ce soir. Ça va être super intéressant. C'est le processus de comment j'analyse une compagnie comme ServiceNow. OK? Fait que, ServiceNow, en gros, pour eux qui ne connaissent pas c'est quoi, on va tout couvrir ça ensemble. OK? Fait que je vais vous expliquer les procédures, la procédure qui va varier d'une compagnie à l'autre, honnêtement, mais qui est quand même assez standard de comment que j'analyse une compagnie. OK? Fait qu'il y a plusieurs étapes, puis on va y aller étape par étape de c'est quoi que je regarde quand j'analyse une compagnie qui est en bourse pour savoir, OK, je veux en acheter, je veux pas en acheter, est-ce que j'attends encore un peu, c'est quoi qui se passe, pourquoi ça m'intéresse, OK? Fait que quand tu regardes d'habitude une compagnie, ben, ça commence toujours par une question. Ben, pourquoi je m'intéresse à cette compagnie-là? OK? Puis généralement, j'ai remarqué qu'il y a deux raisons. OK? Fait que la première raison, c'est que l'entreprise OK, n'a pas encore atteint son plein potentiel. OK? Il s'agit d'une compagnie qui est en développement, qui n'est pas encore à son ou qu'elle devrait aller dans le futur, puis que son service, son produit est exceptionnel, puis que le potentiel d'aller manger des parts de marché est encore fort, fort, fort présent. Okay? Un exemple que je pourrais vous donner là-dessus, c'était Shopify, compagnie canadienne dans l'e-commerce. J'en ai acheté il y a vraiment longtemps de ce stock-là. J'étais en début d'université. Puis honnêtement, ça a été un des meilleurs investissements que j'ai fait de ma vie. Ça a été un stock qui a fait plus que 25-30 fois en quelques années. Okay? Fait que pourquoi j'avais acheté ce stock-là? C'est que j'étais comme, hey, ils répondent à un problème qui est clairement présent sur le marché. Il n'y a pas de solution à part eux. C'est des first to market. Troisièmement, OK,
ils sont innovateurs, c'est facile comme qu'est-ce qu'ils disent de faire, bâtir un site. Puis la meilleure façon dans une compagnie comme Shopify, c'est d'essayer le produit. Fait que je m'avais créé un compte gratuit, j'étais allé bâtir un site web au complet, pas avec l'intention de vendre, mais avec l'intention de comprendre un demi comme moi, quelqu'un qui est con comme moi là-dedans, puis qui connaît absolument rien. Est-ce que je suis réellement capable de bâtir un site web, puis de mettre des produits que je suis capable de vendre, puis d'aller collecter des revenus à l'intérieur de 24 heures? Puis la réponse à cette question-là, c'était oui. OK? Fait que ça rentre dans la raison numéro un. Il y a une raison numéro deux de pourquoi je m'intéresse à une entreprise. C'est une entreprise qui existe depuis longtemps. Elle a bien performé historiquement, mais actuellement, elle traverse une période un peu plus difficile. OK? Fait que c'est soit par rapport au secteur, c'est soit par rapport à l'entreprise, mais le stock va pas bien. Le stock est baissé, puis actuellement, je veux regarder, est-ce que c'est une opportunité ou c'est un piège, puis finalement, cette compagnie-là vient de rentrer dans une période que c'est fini pour elle, les belles années, puis maintenant, c'est la déchéance qui s'en vient. Je ne sais pas trop comment dire ça, autre que ça. Je sais que c'est pas tant un beau mot, mais bon, c'est juste ça qui me vient en tête. Fait que c'est ça que je regarde, OK? Fait que ServiceNow, on rentre beaucoup plus dans la deuxième raison de pourquoi j'analyse la compagnie, OK? Fait que la compagnie, pour moi, compagnie qui a bien performé. Fait que qu'est-ce que je vais faire? C'est que si, admettons, je veux trouver des compagnies là-dessus, OK, ce qui respecte ces deux critères-là, il faut que je sois sur des forums, il faut que je lis, il faut que je m'intéresse. Puis c'est ça que moi je fais à journée longue, je lis sur ça pas mal toujours. OK? L'autre façon de regarder des compagnies, c'est d'aller à travers des screeners. Fait qu'il y a des sites qui vont vous dire, bon, moi, je rentre mes critères d'évaluation, je veux payer une compagnie qui est en bas de ça de multiples, qui a ça de croissance par année. Puis là, qu'est-ce que ce logiciel-là, il va faire? C'est qu'il va te sortir toute la liste de compagnies au complet. Fait que là, tu passes une par une. Puis tu fais, bon, qu'est-ce que j'aime pas? Est-ce que ça fait du sens, oui ou non? ServiceNow, ben, c'est une compagnie qui est quand même énorme, qui a baissé beaucoup dernièrement, puis je me suis dit, hey, ça l'a très bien performé historiquement. C'est-à-dire, c'est une bonne compagnie avec un bon produit qui passe une mauvaise période. OK? Puis la meilleure façon d'évaluer ça, c'est de regarder la croissance historique. Fait que je ne veux jamais acheter une compagnie que ça fait 10 ans que le stock est brette puis ça bouge en range. Ça veut dire que c'est une compagnie qui est mal gérée ou qui n'a pas un bon service, puis ça m'intéresse probablement pas. Est-ce que ça veut toujours dire ça à 100% du temps? Non, mais ça veut souvent dire que c'est peut-être pas là que tu vas faire de l'argent. OK? Dans le cas de ServiceNow, si je regarde quand c'est rentré en bourse en 2013, puis je regarde maintenant, ben, même si le stock a baissé, j'ai quand même fait 2700 puis j'ai presque fait 4800 de rendement au total si on regarde le sommet. OK? Fait que sur une période d'environ 13 ans, ben, ça a été extrêmement payant de détenir des actions de ServiceNow. OK? Fait que est-ce que c'est une compagnie qui a généré de la valeur pour les actionnaires? Oui, c'est une compagnie qui est bien gérée, qui a un bon produit. À 100 c'est tu peux pas nier cet effet-là quand tu regardes le graphique ici. OK? Fait que c'est pour ça que je dis toujours, c'est important de regarder les chiffres, c'est important de regarder qu'est-ce qui ne ment pas les émotions. En ce moment, les chiffres ici montrent que c'est une bonne compagnie dans l'histoire, mais actuellement, le stock va moins bien. Qu'est-ce que j'aime, c'est que le stock a baissé drastiquement dernièrement. OK? On parle d'une baisse d'environ 40-50 puis c'est là que ça devient intéressant. OK? Parce que c'est là qu'il y a potentiellement une opportunité sur une compagnie qui a bien fait historiquement. OK? Fait que, étape numéro un, comme je dis, analyser la performance du stock sur 5 à 10 ans, regarder si ça l'a bien fait, oui ou non. OK? Fait qu'ici, clair, on peut le voir, c'est vraiment oui. OK? Deuxièmement, après que j'ai fait cette étape-là, qu'est-ce que je veux faire? C'est de comprendre le modèle d'affaires. OK? Fait que là, je suis sûr que c'est la moitié du monde sur l'appel à soir, il est comme, hey, de quoi qui parle de ServiceNow? J'en ai aucune idée, c'est quoi? Ben, c'est bien normal, puis c'est ça qui est le fun quand on s'intéresse à la bourse, c'est qu'on apprend beaucoup sur des modèles d'affaires, puis sur des industries, puis sur des business. OK? Puis même moi aussi, quand je me suis intéressé à ServiceNow, grosso modo, je savais c'était quoi, mais pas plus que ça. Fait qu'est-ce que je fais là-dedans? C'est que je vais utiliser l'AI, je vais utiliser les ressources que j'ai en ligne, je vais utiliser tous les sites payants que j'utilise pour être capable de me bâtir une analyse. OK? Mais ça fait longtemps que je fais ça, fait qu'à un moment donné, je sais quoi demander comme information qui fait du sens. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que maintenant, je peux sauver des étapes. Avant, j'allais lire dans les rapports annuels, puis j'allais sortir toute l'information que je vais vous présenter. Maintenant, avec l'IA, je suis capable d'aller chercher cette information-là beaucoup plus rapidement en demandant des bonnes questions. OK? Fait que ServiceNow, c'est quoi? Ben, c'est une compagnie qui se spécialise dans des systèmes d'exploitation. OK? Fait que, on va dire qu'on a une compagnie comme Couche-Tard. OK? Tout le monde connaît Couche-Tard, c'est un darling québécois, on aime bien ça. Tout le monde aime bien ça. Fait que, tu sais, si on regarde Couche-Tard, ils ont plein de départements. Un département de ressources humaines, services clients, finances, IT, pour tout gérer leur système informatique d'inventaire, de distribution vers les différents dépanneurs,
finalement des capacités de réserve au niveau pétrolier. Tout ce système-là, ça va rentrer dans les différents silos de l'entreprise, dans leur système d'exploitation. Fait qu'est-ce que ServiceNow va faire? C'est qu'il va s'occuper de bâtir et de gérer tout cet écosystème-là interne de l'entreprise. OK? Fait qu'on s'entend-tu que c'est quelque chose qui est primordial à une entreprise d'un grand niveau d'avoir, c'est d'avoir un système d'exploitation qui te permet de tout gérer ces différents segments-là. OK? Fait que là, déjà là, ça fait plus de sens à la base. Après ça, qu'est-ce que je veux comprendre? Mais c'est que c'est qui ces clients? C'est-tu des petits magasins comme Paul Patate au bout de la rue ou c'est une grosse multinationale qui vont investir des millions à chaque année pour garder finalement ces licences-là? Fait que qu'est-ce que je regarde avec ces compagnies-là? C'est qu'on voit que c'est généralement des énormes entreprises. Pourquoi je dis ça? Bien, acheter un abonnement de ServiceNow, ça coûte en moyenne, le client moyen va payer 1,5 million de dollars US pour détenir une licence de ServiceNow. OK? Fait que si tu n'es pas le patate au bout de la rue, ça serait surprenant que tu investisses 1,5 million par année dans ton système d'exploitation. OK? Je ne pense pas que c'est le cas, à moins que tes patates sont bien, bien, bien bonnes puis tes marges sont exceptionnelles, mais d'habitude, ce ne serait pas le cas. OK? Fait qu'on on s'entend, c'est vraiment des grosses multinationales qui vont s'occuper de cette compagnie-là. OK? Est-ce qu'il y a des questions à date pour le moment? Ne gênez-vous pas. Là. Ben, pas de questions, ça veut dire que c'est bien expliqué. Je vais m'envoyer des fleurs à moi-même. Ah, ben, ouais. Le bouquet, il est plein. Oh, good, OK? Fait que si tu as un coût d'acquisition qui est élevé, fait qu'on va dire à ServiceNow, si je paye 1,5 million par année, on s'entend-tu que ça veut dire que mettre en place un système comme ça ne se fait pas sur le bout de doigt, ça ne se fait pas en 2, 3 jours, non, OK? Ça va être un système qui va s'implémenter sur plusieurs années. À cause que ça coûte cher, c'est complexe, OK? Quand ça coûte cher, d'habitude, ça veut dire que c'est complexe. Fait qu'ici, tu as un système qui est complexe à installer, qui prend des années à installer, puis qui va être installé sur des entreprises qui vont avoir des milliers d'employés au minimum. OK? Fait que, est-ce que c'est un contrat qui va durer 1 an? Tu gardes ça 1 an, puis après ça, tu te dis, ben non, ciao, bye, je m'en vais chez le voisin, il va aller chez le compétiteur parce que je sauve 10 piastres par année. Absolument pas, parce que ça coûte trop cher à reformer tes employés. OK? Fait que quand ils disent que c'est des clients avec des contrats pluriannuels, ça veut dire que c'est des contrats qui vont durer sur une longue durée de vie. OK? C'est exactement ça qu'on veut dans un modèle d'affaires, une rétention de clients qui est super élevée. OK? Après ça, qu'est-ce qui arrive? C'est que dès qu'eux, ils sont rentrés, là, autant que c'est un beau produit, c'est comme la peste. OK? Fait qu'ils vont toujours essayer de te revendre à nouveau des services. Ils vont te migrer vers ci, ils vont te migrer vers ça, puis ils vont toujours te charger plus cher. C'est comme ça qu'ils font de l'argent. OK? Puis là, on veut savoir, est-ce que c'est vraiment ça qui se passe avec leurs clients? Au final, le client n'est pas con. Si c'est de la merde, le service, ils ne vont clairement pas acheter des services supplémentaires, mais si le service est bon, ils vont le faire. OK? Fait qu'on voit qu'on a un taux de rétention du revenu annuel de 125 %. Ça veut dire quoi, ça? Comment je peux avoir un taux de rétention de 125 %? Ça veut dire que chaque client qui embarque en moyenne chez ServiceNow va acheter à chaque année des nouvelles licences avec des nouvelles additions pour acheter encore, avoir accès à encore plus de services. Ça veut dire que, un, leurs clients sont satisfaits et deuxièmement, leurs clients voient de la valeur ajoutée à investir dans des nouveaux sous-services que la compagnie offre. OK? Fait que ça ici, c'est super intéressant. J'aime ça. OK? Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ServiceNow se spécialise aussi dans l'IA. Okay? Fait que l'IA, qu'est-ce qu'eux vont faire, c'est que l'intelligence artificielle, ils vont coordonner les tâches entre chaque silo de l'entreprise. Fait que ça, on apprend l'exemple de Couche-Tard. Couche-Tard, j'ai des tickets, ça veut dire que j'ai des tâches à faire en IT, j'ai des nouveaux employés à onboarder, j'ai des clients qui ne sont pas satisfaits, j'ai de la finance qu'il faut que je gère finalement mon rebalancement à la fin du mois. Tout ça, il faut que ça se communique. C'est quelle tâche qui est le plus important, comment qu'on fait pour regarder c'est quoi qu'on doit mettre en priorité. Mais c'est là que l'IA rentre. Okay? Fait qu'eux, ils ont intégré l'IA dernièrement pour être capable de filtrer et d'avoir un chef d'orchestre qui va être capable de mieux évaluer comment l'entreprise doit allouer, un, son capital humain, fait que ses employés, puis deuxièmement, ses ressources financières pour répondre à ces besoins-là. Okay? Fait que modèle d'affaires qui n'est pas si complexe que ça quand on le regarde comme ça. Okay? L'autre chose qui est super intéressante, okay, c'est qu'ils ont beaucoup de clients. On parle de 2100 clients qui vont payer plus qu'1 million par année.
Sur 1 $ que la compagnie va charger de revenus, ils vont avoir une marge brute de 79%, donc de 79 cents sur le dollar, OK, qui est absolument exceptionnel. OK? Ça veut dire qu'ils sont capables de charger cher, leurs marges sont bonnes, ils sont capables de convertir à un niveau de cash flow qui est super élevé. OK? Et quand on regarde le free cash flow, ça veut dire les flux de trésorerie, qu'est-ce qui va rester à la fin de l'année après que tu aies payé, OK, tes dettes, tu as payé tes investissements, puis tout ça, il te reste 35% de ta business qui est magnifique. C'est un super, super de bon chiffre, OK, encore une fois. OK? Si on regarderait ça dans les épiceries, ben, vous réaliserez qu'une épicerie puis des compagnies comme Couche-Tard, on n'est pas du tout dans les mêmes chiffres. Ça va être drastiquement plus bas. OK? Fait que là, à date, je comprends bien le modèle d'affaires. Je peux creuser plus en détail si je veux encore plus pour finir un geek. Moi, est-ce que des fois je le fais? Oui. Est-ce qu'à date, je comprends le modèle d'affaires? Oui. OK? Fait que dans le cas de ServiceNow, j'ai pas besoin d'être un spécialiste dans ce style de business-là. C'est jamais comme ça que j'ai investi. Je veux juste comprendre c'est quoi le service? Est-ce que le service, je vois une utilité? Est-ce que je vois une rétention? Est-ce que je vois une utilité future? Puis ça, c'est important, OK? C'est quand on achète une business, on n'achète jamais pour qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire dans le passé, on achète toujours pour qu'est-ce qu'ils vont réussir à faire dans le futur. Parce qu'au final, tu payes pour qu'est-ce qu'ils vont générer comme revenu dans le futur. On s'en fout du passé. OK? Fait qu'ici, qu'est-ce que je veux voir, c'est est-ce que ce modèle d'affaires-là, selon moi, fait toujours du sens dans les années qui s'en viennent? Puis est-ce que je trouve que les entreprises qui utilisent ce service-là vont shifter du jour au lendemain? Non, OK? Tu sais, US Air Force, l'armée américaine, ça serait surprenant que le lendemain matin, ils décident de faire ciao bye, nous on s'en va sur un système DR au coin de la rue, ça serait bien surprenant, OK? Deuxième chose que je veux faire, en fait, troisième chose que je veux faire avec ça ici, là, dans mon étape numéro 2, c'est de comprendre le modèle d'affaires, c'est regarder, ben, ma business actuellement, est-ce que c'est un monopole et elle détient le trois quarts du marché ou mon entreprise est encore dans un marché qui est en croissance puis que les parts de marché qu'elle détient sont encore petites comparativement au potentiel futur. OK? Puis ça, c'est crucial. OK? Pourquoi je dis ça? C'est que pourquoi je voudrais acheter une business qui détient déjà 80-90% de son marché? Ben, c'est pas tant intéressant parce qu'au final, il n'y a pas vraiment d'acquisition que tu peux faire. Il n'y a pas tant de compétiteurs à acheter probablement. Deuxièmement, la croissance organique, qui est juste des nouveaux clients, bouche à oreille, tout ça, il n'y en a pas non plus énormément de nouveaux clients à aller chercher. Ça devient très difficile d'aller chercher de la clientèle. OK? Tandis que si j'ai une business qui est dans un milieu qui est en croissance, mais je détiens seulement, comme ServiceNow ici, 4,8% environ des parts de marché complètes de cette industrie-là, ça, c'est fantastique. OK? Ça veut dire que mes clients actuels, ben, il y a encore de l'espace à aller leur vendre un nouveau service. Je peux aller chercher des nouveaux services, je peux aller chercher une nouvelle base de clients en faisant de la pub. Puis aussi, qu'est-ce que je peux faire qui est vraiment nice, c'est que je peux faire des acquisitions. Fait que je peux aller chercher, je peux acheter des entreprises qui existent déjà pour aller acheter leur boucle de clientèle, les intégrer dans mon service, venir baisser mes coûts d'opération en faisant des synergies, puis finalement améliorer mes marges à l'interne si tout est bien fait. OK? Fait que ça ici, j'adore ça. On parle d'un marché qui est en croissance si je regarde OK, les prochaines années, qu'est-ce qu'on s'en vient, puis où qu'on était dans les dernières années. Fait que ça, j'aime ça. Deuxièmement, j'aime le fait qu'ils détiennent une part de marché qui est encore très petite et qui me laisse comprendre qu'il y a un potentiel énorme encore sur le marché pour ServiceNow. OK? Des questions par rapport à ça? Bien sûr, Raph. Yes, les compétiteurs, tu attends-tu beaucoup? Bon, ouais, Des fois, pas quand rendu tu es là, hein. super tôt, il n'y en a pas nécessairement encore. Ou, Non, non, je vais couvrir ça en détail, inquiète pas. Là, OK. là, on est rendu, on commence à éplucher le maïs. Là. Il en reste pas mal encore. Fait que je vais parler des compétiteurs, je vais parler de la finance, je vais parler des price earnings, je vais parler de tout en détail. C'est juste que là, je monte, admettons, de comment que je veux regarder. Tu sais, parce que l'affaire, c'est pourquoi tu regarderais les compétiteurs sans comprendre un peu c'est quoi le marché au complet, le marché adressable, puis et le modèle d'affaires. Tu sais, c'est Ouais, vraiment je comprends. c'est une structure qui est super logique. Pourquoi je m'intéresserais aux Mhm. finances d'une entreprise si je comprends même pas c'est quoi le modèle d'affaires? Ça fait pas de sens. Non, Fait que effectivement, que je j'y vais regarder j'y pour vais, tourner sur les compétiteurs, effectivement. ouais. Fait que tu sais, j'y vais vraiment bloc par bloc pour évaluer ce que ça fait du sens. Fait que là, si on arrive à ta question des compétiteurs, Ah.
Et voilà. OK. Fait que là, quand on arrive à la question des compétiteurs, qu'est-ce que je regarde? C'est encore là, OK, j'utilise l'IA pour faire toutes ces analyses-là. Je peux le faire manuellement aussi, mais il faut que je demande les bonnes questions. OK? Si tu demandes à Claude, tu dis sors-moi une table de compétiteurs, il ne va pas te sortir ça. Je lui demande des questions, j'en demande. Ça m'a pris plusieurs journées à juste bâtir les réponses, le style de raisonnement que je voulais, puis comprendre est-ce que ça fait du sens, qu'est-ce que je veux. OK? Fait qu'en gros, qu'est-ce que j'ai regardé? Je me suis dit, bon, OK, trouve-moi les compétiteurs les plus directs selon les différents segments que eux offrent. Puis deuxièmement, je veux que tu me dises, selon les différents critères que je te nomme, c'est qui est le meilleur là-dedans. OK? Fait qu'en gros, j'ai regardé plusieurs choses. J'ai regardé l'architecture et la plateforme, en gros, qui veut dire comment que la plateforme est bâtie, c'est quel style de service concret que eux vont offrir comparativement à leurs compétiteurs, parce que c'est mieux. Fait que si on regarde dans une plateforme unifiée, qu'est-ce que j'aime, OK, c'est que c'est une seule base de données, un seul moteur de workflow pour tous les départements. Puis, c'est vraiment ça, selon moi, qui est la clé avec la menace de l'IA, c'est qu'on veut une base de données qui est centralisée, que les agents IA sont capables d'aller exploiter par la suite. Quand c'est toutes des bases de données qui sont éparpillées à travers d'autres logiciels, selon moi, c'est là que ça va être le plus facile pour l'IA de venir remplacer certaines de ces branches-là. Mais quand tu n'as pas juste une branche, mais tu as l'arbre au complet, c'est beaucoup plus difficile de venir arracher l'arbre que de casser une branche. Okay? C'est pas, j'essaie juste de faire une comparaison pour rendre ça plus facile à comprendre, mais en gros, c'est ça ma compréhension de la chose, puis comment que j'évalue ça. OK? Après ça, intégration des systèmes legacy. Qu'est-ce que je veux toujours? C'est que je veux avoir un système qui est capable de communiquer avec des applications externes. OK? Fait que ce qu'on voit ici, c'est que les intégrations que je suis capable de faire dans ServiceNow sont absolument incroyables et c'est quelque chose qui est très flexible dans son utilisation. OK? Ça ici, flexibilité, personnalisation, c'est bon, c'est pas l'affaire que je trouve le plus important. Qu'est-ce que je trouve important après, c'est vraiment ça, OK? Parce qu'en ce moment, pourquoi cette compagnie-là a baissé, puis on va en parler plus tard, c'est l'intelligence artificielle, c'est vraiment ça qui est en train de remettre en question tous les modèles d'affaires de software, OK? Fait que si on parle d'IA générative, OK, ça veut dire que c'est des modèles qui sont capables de vraiment travailler par eux-mêmes. Ben, on le sait actuellement que Now Assist, qui est leur nouvelle ligne d'affaires, c'est quelque chose qui vient d'intégrer dernièrement, puis qui ont fait une acquisition en décembre passé pour finaliser l'intégration de l'IA. Est-ce qu'ils sont dans la bonne place? Est-ce que c'est les meilleurs positionnés comparativement aux compétiteurs? J'ai lu plein d'articles, j'étais allé lire plein de rapports de recherche là-dessus. De ma compréhension et de ce que je lis, c'est de loin les leaders là-dedans. Okay? Après ça, qu'est-ce qu'il faut? C'est qu'on veut que l'IA vienne plus intelligent. Okay? Fait qu'il faut que tu aies du data, comme je dis, qui est centralisé pour que tu sois capable d'entraîner de l'IA. Et ça, c'est le point ici. C'est qu'eux, c'est vraiment un arbre, c'est pas juste une branche, d'où la capacité de venir bâtir des modèles d'IA qui sont de plus en plus puissants, où je vois vraiment que ça va devenir difficile de retirer une compagnie comme ServiceNow, c'est la centralisation des données. Okay? Après ça, agents IA autonomes, oui, ils sont capables de faire ça. Ça veut dire que ça, c'est des agents. Ça veut dire que c'est des systèmes IA qui sont autonomes, qui sont capables d'aller résoudre des tâches par eux-mêmes sans vraiment avoir un humain qui va s'en mêler. Okay? L'autre chose qui est super importante, c'est les barrières à l'entrée. Okay? Fait que quand je parle tantôt de tout ça, est-ce que ça va être facile pour une compagnie qui a intégré ServiceNow de switcher chez le voisin rapidement? Ben non, OK, parce que, tu as un coût moyen de 1,5 million par année pour acheter ces licences-là, un coût d'implémentation moyen qui peut être de 500 000 à 5 millions, et tu as un délai de déploiement moyen qui est de 6 à 18 mois, donc qui coûte cher en staff à former dans ton entreprise. OK? Et après ça, on parle d'entreprises classiques avec 5 000 employés et plus. Fait que 5 000 employés et plus qui utilisent ton système, s'il y en a qui ont des business ici, vous le savez, c'est pas demain matin que tu vas faire un changement, puis ça va commencer à être facile. OK? Puis le problème, c'est que le monde dans une entreprise sont souvent réticents au changement. Tu sais, tu es toujours bien dans tes habitudes, tout ça. Fait qu'intégrer un nouveau système, quand ça fait 20 ans que tu es dessus, ça fait 5 ans que tu es dessus, ben, c'est pas la première chose que tu veux faire quand tu es une grosse multinationale. C'est chiant. C'est pour ça que ça bouge souvent à la vitesse. Ça bouge pas vite, les grosses entreprises. C'est pour ça que les banques, pour avoir travaillé là-dedans, c'est dans les pires systèmes que j'ai vus. C'est très legacy. Puis ça bouge très, très slow à intégrer un nouveau système. OK? Troisième étape que je regarde par la suite, OK, comme maintenant qu'on a compris le modèle d'affaires, fait que le modèle d'affaires, si on fait un recap, c'est quoi que la business fait, c'est quoi son marché adressable, c'est quoi ses compétiteurs, comment ils sont différents des compétiteurs.
prochaine étape que je fais ici, c'est vraiment de regarder, OK? Ah, puis, by the way, tu as vu ici, ils disent que eux, pour eux ici, c'est un désavantage là, quand ils font la table de comparaison, mais pour moi, c'est un avantage. Je veux ça, OK? Je veux une business qui, quand tu as payé, tu ne veux pas aller chez le voisin, ça coûte trop cher, c'est trop long à implémenter. Pour moi, je trouve que c'est un avantage ici. OK? Étape numéro 3, qu'est-ce que je veux? C'est comprendre ben, pourquoi je m'intéresse à cette business-là actuellement, puis qu'est-ce qui a fait que le stock a baissé? Fait, comme j'ai expliqué tantôt, je suis allé voir sur le graphique, compagnie qui a bien performé, qui passe une mauvaise période. OK? Fait que là, il faut mettre de l'avant, c'est quoi les arguments, c'est quoi actuellement qui pourrait causer ça. Fait qu'il y a deux facteurs que j'ai déterminés qui sont derrière ça. Il y a un, la menace de l'IA par rapport au modèle classique de software. Puis deuxièmement, on a un positionnement beaucoup plus défensif à la bourse en général depuis les derniers mois, avec un, la guerre, deuxièmement, tout ce qui est questionnement de l'IA encore. On a une allocation qui est beaucoup plus défensive dans des secteurs comme la consommation de base, les services publics, puis on va regarder ça en détail, OK? Je pense qu'il y a quelqu'un qui a demandé une question. Yes, Francis. Oui, je vais revenir sur juste ton petit tableau en haut, là, sur les délais de déploiement. Oui. Tu t'es dit que c'est un avantage. Là. En fait, un coup qui est implanté, c'est peut-être une façon d'améliorer ta rétention. Sauf que si quand tu veux acquérir de nouvelles clientèles, c'est que les autres, par contre, ils vont. Tu es une entreprise, tu veux choisir le déploiement le plus rapide, tu veux que ça coûte le moins cher, tu veux que ça soit implanté toujours le plus rapidement possible. Fait qu'est-ce que ça peut les nuire pour aller acquérir de nouvelles clientèles par rapport aux autres qui offrent peut-être de quoi de plus rapide à implanter? Qui coûte peut-être moins cher aussi. Là. Bonne question. Très bonne question. Oui. Ma réponse à ça, ça va venir à deux affaires. Okay? C'est que je pense qu'il y a des business qui peuvent bénéficier de cet aspect-là, mais il y a des business qui, malheureusement, la vitesse de déploiement, autant que ça serait un luxe pour eux, c'est malheureusement pas une réalité de la chose. Okay? Donc, tu as une business, un Fortune 500 tu veux de la vitesse. Mais tu as de la vitesse, mais tu as des contraintes de confidentialité de tes données, tu as des contraintes de compliance, tu as des contraintes de légalité que tes autres compagnies, mettons, qui vont peut-être être plus rapides, n'auront pas nécessairement comme avantage. Okay? Fait que pour moi, la menace la plus directe, ça pourrait être, mettons, un logiciel comme Claude. Mais qu'est-ce que Claude fait avec tes données? Qu'est-ce que ces compagnies-là font avec tes données? C'est là que je suis pas convaincu que c'est la meilleure alternative. Fait que, autant que c'est rapide, est-ce que cette rapidité-là, c'est réellement un avantage? Sur le moyen terme, c'est pas quelque chose que je suis convaincu. Ouais, ok, c'est bon. Puis, fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'est plus pour, parce que eux, le point, c'est que tu achètes un prix X présentement avec un multiple qui est peut-être plus élevé, mais qu'il y a un fort potentiel, puis tu vas probablement parler des multiples dans pas long, là, mais qui a un fort potentiel de croissance, dans le fond. Fait que c'est un peu. Fait que tu veux t'assurer qu'ils vont être capables d'aller chercher des clients à la place de d'autres compétiteurs. Fait que c'est surtout pour ça ma question. Là. Ben, moi, il y a deux choses que je me dis. Je me dis, un, ils vont continuer de garder leur clientèle actuelle. Leur clientèle actuelle, c'est une clientèle qui est de plus en plus fortunée. Tu as des grosses multinationales qui font plus d'argent que jamais. Ils vont être capables d'aller extraire le plus de potentiel de ces clients-là. Deuxièmement, que je me dis, c'est que les nouveaux clients, ben, si c'est une clientèle qui est des grosses entreprises, ils vont être capables d'aller les chercher à cause que c'est une solution qui est indispensable, qui est centralisée. Puis l'autre affaire que je me dis, c'est qu'admettons que tu as des plus petits clients qui veulent aller chercher, mais sont en train de faire des intégrations avec du Agentic AI. Je vais en parler d'acquisitions qu'ils ont faites en décembre, qui pourrait être une porte d'entrée pour aller chercher un nouveau bassin de clientèle potentiel. Ouais, okay, mais je me dis, admettons que le gros point, le gros selling point, c'est la centralisation de données que ServiceNow détient. OK, ouais, c'est bon, parfait. Puis un point qui est intéressant, eux, que je trouvais, c'est qu'avec la même clientèle, exemple, qui n'ont pas d'autres, ils augmentent leurs revenus parce que de la façon, tu l'as montré, c'est 136%, quelque chose comme ça. Fait que la façon, ouais, c'est ça. C'est que, fait que là, tu te dis, ouais, mais pourquoi, comment c'est impossible dans le fond? Mais en fait, c'est que les gens qui sont déjà là, ils achètent des produits qui sont prêts à payer encore plus cher et à en ajouter. Fait que c'est vraiment intéressant que les clients qui sont déjà là, en fait, ils payent l'année d'après, ils payent plus cher pour continuer à. Le meilleur exemple, c'est leur modèle de Now Agent.
Norwegian, qui est leur modèle d'AI. En gros, qu'est-ce qu'ils font? C'est quand tu achètes une licence de base, tu vas avoir des crédits qui vont te donner pour que tu puisses faire des requests sur leur système d'AI. OK? Mais les crédits ne sont pas illimités. Fait qu'après, qu'est-ce qui arrive? C'est que la majorité des business, dans qu'est-ce que je disais dans leurs états financiers, c'est qu'ils vont demander un upgrade pour avoir des crédits supplémentaires pour aller chercher des nouvelles demandes d'AI. Fait que ça, mettons, c'est un exemple, mettons, de comment tu peux avoir un upgrade puis comment ton taux de rétention est à 125% de la place. Ouais, c'est bon. Fait que c'est comme le trial, 7 jours, 30 jours que tu peux avoir, puis là, tu aimes tellement le produit que tu payes la licence pour continuer. Ouais, c'est juste que eux, quand ils chargent les licences, c'est pas 10$ par mois. Hein. Non, c'est ça. Exact. C'est bon, merci, Marc. Ton wallet. Hein. C'est un vol légal. Okay, une question de François dans les commentaires. Dans Bar Chart, on mentionne sur ServiceNow, the Bar Chart Technical Opinion Rating is over percent sell. Ouais, mais ça m'intéresse. Ça m'inquiète pas pour le moment des affaires comme ça. C'est technical à 100%. OK? Qu'est-ce que je vous montre là? Il n'y a absolument rien de technique en tant que tel. On est vraiment plus dans un modèle d'affaires, une compréhension de est-ce que c'est justifiable ou non. Puis je suis dans un horizon de placement, quand je vais parler tantôt, qui est pas du tout sur 1, 2, 3, 4 jours. Je suis vraiment plus en train de bâtir là-dessus une idée qui va être sur 8 à 12 mois, même peut-être plus que ça. Okay? Fait que, est-ce que à cause que le stock a baissé puis over person rating, ben, en ce moment, tout le monde veut vendre ce stock-là au niveau technique, OK, fair, mais est-ce que c'est justifiable de le vendre au prix actuel? C'est ça que je suis en train d'essayer de démystifier ici. Okay? Ça veut-tu dire que j'ai raison? Non, mais c'est vraiment de démystifier est-ce que je vois une opportunité ou non. Okay? Là, fait que si on en revient à ce que je disais tantôt, qu'il est l'étape 3 d'évaluer pourquoi le stock a baissé, j'ai parlé de deux symptômes. Symptômes de l'IA qui crée en réalité une peur de est-ce que ces modèles d'affaires-là vont toujours faire du sens? Puis deuxièmement, est-ce que les secteurs défensifs, on va avoir une certaine rotation? Fait que si on regarde, OK, actuellement, leur modèle d'affaires, comme j'explique, c'est que selon moi, tu as trop de gros clients qui ne peuvent pas vraiment changer le modèle d'affaires et qui vont devoir rester avec une compagnie comme ServiceNow. Et les futurs clients, ça va être la même chose aussi. OK? Fait que eux, leur bassin qui est vraiment, selon moi, le bassin qui est le plus propice à faire le saut vers l'IA, ça va être les petites, moyennes entreprises à cause que réglementaire, confidentialité et tout ça, c'est pas quelque chose qui est un aussi gros enjeu. Oui, ces compagnies-là, que leur clientèle, c'est vraiment des petites entreprises. Oui, ces entreprises-là sont probablement finies, puis ils vont probablement manger une claque à cause de l'IA. OK? Puis en passant, là, tout ce que je vous dis là, quand je parle, j'ai pris quand même le temps de faire beaucoup de recherches. J'ai appelé des consultants, j'ai appelé beaucoup de monde qui travaille dans plein de business pour essayer de comprendre un peu plus mon thinking. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que je suis dans le champ? Et qu'est-ce que j'ai entendu? C'est que non, ça fait vraiment du sens que ce que j'explique ici. Puis en tout cas, je suis pas, quand je fouille sur une compagnie, je fouille quand même assez profondément. Fait que ici, la différence, c'est qu'une petite business de 25-30 employés, OK, tu n'en as pas de problème. Je peux aller former mon nouveau 30 employés sur un modèle d'AI. Est-ce que je m'en fous que certaines de mes données soient publiques? Probablement, OK? Mais quand je suis une compagnie comme Wells Fargo ou Banque Nationale, ou peu importe une banque canadienne, est-ce que je peux me permettre qu'il y ait des fuites de données? Absolument pas. Je veux un système qui est beaucoup plus sécuritaire. Excusez-moi, qu'est-ce que ServiceNow va offrir actuellement. OK? Fait que, qu'est-ce que je suis allé voir ici, c'est que j'ai creusé un peu plus en détail. J'ai demandé de me break down, ben, c'est qui vraiment leur clientèle cible, puis c'est quoi en réalité le style de ces business-là. Okay? Fait que tu vas avoir 150 clients, en gros, qui vont payer environ plus que 20 millions par année de frais juste pour garder leur licence ouverte avec ServiceNow. Puis ce secteur-là, il est actuellement 30% de croissance. OK? Après ça, on a les entreprises que ça va être du 5 millions et plus. Et après ça, on a le segment qui est le plus en croissance, qui est du 1 million et plus, qui est du 2 à 5 millions en moyenne avec 2000 clients. OK? Est-ce que c'est normal qu'il y ait plus en croissance? Oui. OK? À cause qu'il y a plus de business dans ce segment-là aussi. OK? Mais on parle quand même de business qui vont payer entre 2 à 5 millions par année. C'est clairement pas des business avec une quantité d'employés qui est vraiment élevée, qui est vraiment minime. OK? Fait que si on regarde ici, qu'est-ce que je veux dire? OK? On a plus que 60% du chiffre d'affaires qui vient d'entreprises avec 1000 employés plus. On a, on va dire, 40% environ avec 1000 employés moins. OK? Mais on a seulement 14% du chiffre d'affaires qui est avec
100 employés moins, qui est vraiment pas ce qu'on peut voir atypique. OK? Ça reste un risque, ce 14 %-là. Ça pourrait être là qu'il pourrait avoir des problèmes. OK? C'est vraiment juste là que je vois. OK? Un certain problème. Le reste, en tant que tel, c'est pas quelque chose qui vient m'inquiéter pour le moment. OK? Par la suite, OK, j'ai creusé un peu plus, si vous voulez lire ça ici, j'ai creusé un peu plus. OK, mais l'autre des choses que je suis allé voir par la suite, c'est bon, si on regarde, admettons, les différents secteurs, est-ce que cette rotation-là sectorielle vers un milieu défensif, vers un milieu de croissance, est arrivée maintenant à jour, ou on est encore dans un environnement que le second facteur, que cette rotation sectorielle-là vers des milieux défensifs est encore justifiable? Fait qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est que je suis allé sortir tous les ETF selon des secteurs qui m'intéressent, qui sont défensifs, qui sont semi-défensifs, qui sont plus en croissance. Puis je suis allé voir, est-ce que les secteurs défensifs, qu'on pourrait avoir une certaine rotation sectorielle, on est arrivé à cet apogée-là, à ce point-là. OK? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai regardé, bon, c'est quoi la performance depuis 1 an sur les secteurs qui sont défensifs? Puis c'est quoi le prix que je paye pour la croissance que ces compagnies-là génèrent? OK? Fait qu'il y a un ratio que j'ai mis ici, que j'utilise, c'est le PEG, fait que c'est le Price Earning to Growth. Fait que c'est combien de fois que je paye les bénéfices ajustés au taux de croissance de ces bénéfices-là. Puis qu'est-ce que j'ai réalisé ici, c'est que il y a 2 secteurs qui sont très défensifs, qui sont les services publics, fait que tout ce qui est utilities. Fait qu'on parle ici de énergie, tous les barrages électriques, ça pourrait être encore tout ce qui est communication, ça pourrait des fois rentrer là-dedans. Non, communication, ça va rentrer. Communication services, ça va rentrer là-dedans. Mais ils vont dire vraiment qui est plus énergétique, ça va rentrer là-dedans. Okay? Fait que plus que mon PEG est élevé, ça veut dire plus que je paye cher pour le taux de croissance que j'ai. Okay? Ça veut dire à 3,2 actuellement ici, c'est très, très, très cher. 3,5, c'est très cher. Les compagnies qui pourraient rentrer là-dedans, ça pourrait être des compagnies, mettons, comme Algonquin Utilities. Dans la consommation de base, on pourrait avoir des compagnies qui vont être comme Costco, compagnie qui pourrait être aussi comme Walmart, qui se transige à des multiples qui sont, selon moi, complètement dérisoires actuellement. Par contre, ce qui est intéressant et qui n'est pas relié à ce stock-là, c'est le secteur de la santé. Okay? On a un PEG qui est super bas avec des multiples et une croissance qui est quand même super intéressante. Okay? Est-ce que le secteur de la santé, il y a des opportunités? Probablement que oui, c'est peut-être là que je vais commencer à regarder prochainement, mais il y a aussi une grosse problématique au niveau de la réglementation aux États-Unis. Fait que Trump qui a commencé à passer la hache sur les assureurs, il a commencé à passer à la hache aussi sur les Medicare aux États-Unis. Fait qu'il y a beaucoup de compagnies qui ont fait beaucoup d'argent dans les dernières années qui sont maintenant rendues sous pression. Une compagnie qui me vient en tête, United Health, ça l'avait beaucoup baissé à cause de plein de scandales qui est arrivé. Ça a commencé à remonter. Puis là, maintenant, c'est encore sous pression à cause de certaines contraintes là-dedans. L'autre chose aussi avec la santé, c'est qu'on a des compagnies aussi comme tout ce qui est Ozempic, tout ça. On a des contraintes réglementaires où on pourrait avoir certaines poursuites qui pourraient se passer, comme on a vu dans les dernières années chez Pfizer, tout ça, suite aux vaccins qui ont sorti. Fait qu'est-ce que c'est un secteur qui est facile à naviguer? Pas facile, mais il y a peut-être des opportunités là-dessus. Okay? Mais qu'est-ce que je trouve d'intéressant ici? C'est que j'ai fait, OK, je vais aller voir, mettons, le software ETF, qui est vraiment, qui appelle le SaaSpocalypse, parce que c'est vraiment lui qui s'est fait détruire. Fait qu'on voit que le PEG, est-ce qu'il est pas cher? Non, il est pas cher. Il est OK, il est comme fair, mais pas légendaire. OK? C'est pas lui le moins cher. Mais qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que par rapport à ce software-là, ETF, c'est où que ServiceNow se situe là-dedans. OK? Fait qu'on est à 1,45. Est-ce que c'est un bargain? Si on regarde ici, c'est pas un bargain siècle, mais c'est quand même moins cher que l'ensemble ici des growth factors qu'on a par rapport au price earning que je paye. Okay? Fait que là, j'ai mis ça ici, encore une fois, PSG comparé, tous les actifs. On voit qu'ici, ServiceNow est pas mal dans les plus bas. OK? Fait que la prochaine étape que je me suis dit, c'est, OK, je pourrais expliquer plus en détail, mais c'est juste que je ne veux pas non plus prendre 2 heures pour entrer en détail. Prochaine étape que je peux regarder ici, c'est que je me suis dit, bon, OK, est-ce que la santé financière de ServiceNow est solide? Okay? Fait en ce moment, je comprends le modèle d'affaires, je comprends pourquoi le stock est baissé. Selon moi, mon opinion, ils sont capables d'être résistants dans une période qu'on a de l'IA qui commence à prendre des parts de marché à cause que ce n'est pas nécessairement la clientèle que l'IA va venir, on pourrait dire, adresser dans les prochains mois, prochaines années, selon moi. Okay? À cause qu'il y a trop une contrainte de réglementation, tout ça.
Est-ce que ServiceNow, dans 20 ans, va encore exister? Je ne le sais pas, mais est-ce que ça va exister encore pendant 5-10 ans? D'après moi, ça a encore amplement de potentiel sur 5-10 ans. Puis la correction qu'on a eue est trop rapide par rapport au risque réel que je vois sur l'entreprise. OK? Fait que là, autant que tout ça, ça fait du sens pour moi, ben la question, c'est est-ce que j'achète une compagnie avec un bilan financier, avec des perspectives de croissance ou avec une santé financière qui est merdique ou non? Et qu'est-ce que je veux voir là-dessus? Si je veux savoir, ben c'est quoi qui se passe avec cette compagnie-là? Fait que généralement, qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'il y a 3 étapes que je vais regarder. OK? Je vais regarder, est-ce que la compagnie a encore une croissance des revenus qui est intéressante? Est-ce que c'est des marges qui sont est-ce que c'est des marges qui se rapetissent ou c'est des marges qui sont capables de rester stables? Est-ce que, deuxièmement, la compagnie a une structure de dette ou de liquidité qui est relativement intéressante? Je ne veux pas une compagnie qui a trop de dette. Je veux une compagnie qui est flexible, qui est capable de se financer, d'acheter des acquisitions, de faire des choses qui sont nécessaires si elle a besoin de passer une période difficile. Puis, troisièmement, je veux une allocation du capital qui est stratégiquement intéressant, qui est intéressant. Fait que, est-ce que le cash que la compagnie fait réellement, il est bien alloué? Fait que, qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est que j'ai regardé un peu dernièrement qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années. Est-ce qu'on a des marges qui sont stables? Est-ce qu'on a un taux de relevé qui est intéressant? Puis, honnêtement, c'est magnifique ce que je vois ici. OK? Fait que, au niveau des marges, c'est très stable au niveau des marges brutes. Si on regarde après ça, marge opérationnelle non-GAAP, marge free cash flow, on a des marges qui sont en croissance encore. Fait que là-dessus, c'est pas vraiment un problème. OK? Croissance des revenus de 20 qui est relativement constant depuis les 5 dernières années, qui est encore quelque chose que je trouve super intéressant. Et qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que si on regarde le cash que la business détient, la dette qu'elle détient, elle n'a vraiment pas beaucoup de dette comparativement au cash qu'elle a actuellement. Okay? L'autre chose qui est intéressant, c'est que si un stock n'est pas cher, qu'est-ce que je veux voir, c'est est-ce que le management est d'accord avec moi ou ne sont pas d'accord. Okay? Fait qu'il y a 2 façons qu'une compagnie peut te donner un signal généralement si le stock n'est pas cher. C'est d'autoriser des rachats d'actions accélérés. Ou deuxièmement, c'est le management direct, donc un employé de la business qui va décider d'acheter des actions. Qu'est-ce que j'ai regardé ici, c'est que je me suis dit, bon, mais on va aller fouiller plus en détail sur certaines choses, puis après ça, on va retourner sur l'affaire de rachat d'actions. Mais qu'est-ce qu'ils font avec leur cash actuellement? Okay? Fait qu'ils font de la recherche et développement qui est clairement quelque chose qui est super nécessaire pour une compagnie comme ça. Je veux une compagnie qui continue d'innover avec des nouvelles solutions, qui sont capables d'aller revendre à leurs clients actuels. Fait comme j'ai dit tantôt, on a un taux de rétention de la clientèle de 125 Est-ce que je suis capable d'aller créer des nouveaux features avec des nouveaux upsells que je peux venir offrir à cette clientèle-là qui a déjà beaucoup d'argent? Bien, pour faire ça, il faut que je fasse de la recherche et développement ou il faut que je fasse des acquisitions. OK? Fait qu'ils font de la recherche et développement, oui, puis ils font des acquisitions. Et troisièmement, ils font des rachats d'actions qui est super intéressant. Qu'est-ce que je veux surtout dans une compagnie comme ça? C'est je ne veux pas une compagnie qui a besoin d'un CAPEX, donc d'investir dans son infrastructure de façon massive pour rester en vie. Surtout dans un environnement actuellement que tout le monde qui est dans l'intelligence artificielle dépense tellement, tellement d'argent pour garder un IA qui est très performant, donc dans des data centers. Eux, c'est complètement l'inverse. C'est vraiment pas qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire. Il n'y a pas beaucoup de CAPEX. C'est vraiment plus recherche, développement, rachat d'actions et acquisition. Okay? Fait qu'au niveau des achats d'actions, qu'est-ce que j'aime avec la compagnie, c'est que dernièrement, ils ont fait un rachat d'actions, OK, de 596 millions, 597 millions dans le Q4. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont annoncé le 28 janvier 2026 un nouveau programme de 5 milliards autorisé. Okay? Fait que maintenant, ils ont le droit d'acheter pour 6,4 milliards de leurs actions. Le stock se transige environ à une capitalisation boursière d'environ 100 milliards. Fait qu'on parle d'environ 6,8 des actions en circulation. Okay? Est-ce que c'est énorme? Non, mais c'est mieux qu'une claque d'en face. Okay? Fait que qu'est-ce qui est intéressant aussi ici à regarder, c'est que là, ben, ils ont déjà commencé à faire un 2 milliards qui est réaccéléré. Il y a le CEO dernièrement en mars qui a acheté pour 3 millions d'actions. Et maintenant, il nous reste encore un 4 milliards à déployer pour acheter des actions. L'autre chose que je trouve super intéressant, c'est les acquisitions qu'ils ont faites dernièrement. Okay? Fait qu'ils ont acheté MoveWorks en décembre 2025 pour 2,9 milliards, qui est la plus grosse acquisition historique de ServiceNow. Okay? Qu'est-ce qui est intéressant avec cette acquisition-là, c'est que c'est une acquisition qui est dans l'IA pour vraiment venir bâtir des AI agents à l'intérieur du modèle de ServiceNow pour pouvoir permettre à l'IA de compléter des tâches à travers les différents silos que je vous ai montrés tantôt. Okay? Fait est-ce qu'ils sont au courant de la menace de l'IA? Oui. Est-ce qu'ils utilisent l'IA selon moi leur avantage? Oui aussi. C'est toutes des choses que je trouve qui est super rassurant
pour le moment. OK? Fait que par la suite, qu'est-ce que je fais? C'est que je me dis, bon, est-ce que c'est le bon moment d'acheter? OK? Fait que ça, c'est ma dernière étape. OK? Fait que je regarde tout ça ici. Là, la question, c'est est-ce que c'est le bon moment? Bien, il y a deux choses que je regarde généralement. Je vais regarder combien de fois que je paye la compagnie au niveau des multiples comparativement à l'historique. Et deuxièmement, qu'est-ce que je vais regarder? Si je vais regarder, bon, si je regarde toutes les entreprises qui opèrent dans ce domaine-là, c'est quoi les multiples que je paye actuellement? Et est-ce que ça fait du sens de payer plus cher, moins cher pour une entreprise comme ServiceNow? OK? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à tout ça? C'est où qu'on signe, tu m'as convaincu. Ouais, écoute, je suis engagé par ServiceNow. Ouais. Non, mais 30 secondes, je prends une pause sandwich, une seconde. Une seconde. Ouais, c'est vraiment, comme Cédric il dit, là, analyse sa coche. Une seconde. Une seconde, désolé. Je me prends une petite bouchée de sandwich. Good. Fait que si on en revient à ce que je veux dire ici, là, une dernière étape, c'est d'évaluer les multiples, OK? Le danger avec les multiples à la fin, là, va être bien honnête, c'est qu'il ne faut pas s'attacher à une idée, OK? C'est pas parce que tu as tout fait ce travail-là que nécessairement l'aubaine est présente maintenant. Puis ça, c'est souvent là que ça devient frustrant. C'est que tu peux avoir fait tout ce travail-là, ça fait des jours que tu analyses ça, ça fait des semaines que tu checkes le stock. Puis là, tu as les multiples, tu fais ouais. C'est-tu vraiment un si gros bargain que ça ou non? Fait que là, je vais garder un élément de mystère. Ça va tellement être dans la communauté payante, tu voulais savoir le reste. Mais René est en tabarnouche. Là. Non, non, mais je vais laisser ça pour, pour dans la communauté gratuite, dans la communauté payante. Mais qu'est-ce que je veux dire ici, là? Quand on arrive avec une analyse des multiples, qu'est-ce qui est vraiment important? C'est d'évaluer, OK, comparativement à l'historique de la compagnie, puis comparativement à ses compétiteurs, est-ce que ça vaut la peine? Quand tu regardes les compétiteurs, souvent le problème, c'est que les modèles d'affaires ne sont pas nécessairement des répliques parfaites, OK? Fait il faut essayer vraiment de creuser plus en détail comment que je peux sous-segmenter des fois les différents modèles d'affaires de ces business-là pour être capable d'aller évaluer est-ce que ça vaut la peine ou non. C'est pas toujours facile à faire cette partie-là. Dans le cas de ServiceNow, en toute honnêteté, j'ai été un peu confus quand j'ai fait la dernière partie d'analyser les multiples. Je trouvais ça pas tant évident qu'est-ce qui est sorti comme analyse là-dessus. Oui, Sylvain. Je sais pas si tu avais une question, Sylvain. Ton micro est fermé en tout cas. Bien sûr, Sylvain. Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, ça serait le fun de faire la même analyse de toutes ces questions-là avec Salesforce. Oh! Ça, c'est dans mon backlog en plus. C'est dans mes prochaines idées de stock que je suis en train d'analyser pour le groupe. Là. Il y en a une couple que je regarde en ce moment. À Microsoft, que je suis en train de regarder, KKR puis Salesforce. C'est les trois que je suis en train de travailler actuellement. Mais Salesforce, oui, surtout, regarde, qu'est-ce que je peux te dire rapidement, là, c'est, regarde, OK, ils ont fait un achat, ils ont annoncé un rachat d'actions accéléré aujourd'hui de 25 milliards, OK? Ça va être le plus gros de son histoire. Plus gros rachat d'actions, OK? La seule affaire qui me fait peur avec Salesforce, en gros, c'est que au niveau d'intégration IA, je pense qu'ils ne sont pas aussi dominants que ServiceNow de ce que je lis. OK. Fait que c'est ça. Je me demandais, ça aurait été le fun de voir toutes ces analyses-là avec cette compagnie-là. Ouais, écoute,
quand je vais l'avoir fini, je vais peut-être la partager, mais là, je l'ai pas terminé encore. Ça va me prendre du temps encore à faire tout ça. Parce que je vais souvent aller des rapports. Il y a une agence que j'utilise aussi pour analyser ça, c'est Gartner, qui est vraiment plus dans des modèles qui fait des prédictions de marché puis qui regarde vraiment plus c'est où qu'on s'en va au niveau des tendances des industries. Mais Gartner, en gros, si je regarde leur analyse qu'ils ont faite, eux, ils trouvent que ServiceNow sont mieux positionnés que, euh, que Salesforce pour le moment. Bon, ben merci. Yeah, ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a des questions, sinon, sur qu'est-ce que je vous ai montré, autre que celle-là? Est-ce que c'est le style d'analyse que vous avez aimé, qui était intéressant? Bien sûr, Jocelyn. Ouais, mais les marges, ok, tu dis ça, Cédric, mais en gros, les marges de ServiceNow sont meilleures que Salesforce. Si tu regardes leur free cash flow margin est 10% plus élevé que Salesforce, c'est à 24 ou 25. ServiceNow est à 35. Ok? Fait que le cash réel, là, tu sais, le cash réel qui reste dans le business est beaucoup plus élevé avec la business de ServiceNow. Fait que, tu sais, si on regarde les multiples, eux, qui sont dans les groupes payants, vous allez le voir, là, s'il y aura des multiples, c'est un peu, comme j'explique, c'est un peu mélangeant certains facteurs. J'ai expliqué mon point de vue par rapport à ça à la fin. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je vais répondre aux questions rapidement. Après, je vais flyer rapidement parce que je ne veux pas étirer trop tard ce soir. Des fois, j'étire ça pendant 1 heure de plus, mais ce soir, je me suis dit que j'allais garder ça quand même short and sweet. Oh, bonne question entre CRM et HubSpot. Honnêtement, c'est vraiment une bonne question, mais je ne pourrais pas y répondre tout de suite parce que j'ai pas assez fouillé encore dans mes réponses en détail pour pouvoir te donner une réponse concrète. La seule affaire que je pourrais dire, c'est que en termes, si on regarde l'idée des structures, c'est qui les clients, Salesforce, c'est du gros, ça va être des très gros clients. HubSpot, ça va être du mid-size business environ. Mais j'ai pas entendu de commentaires négatifs de HubSpot. J'ai entendu vraiment presque plus de positifs envers HubSpot que Salesforce en tant que tel. Qu'est-ce que c'est quelque chose de positif à prendre en considération? Good. Je vous laisse là-dessus. Si vous voulez embarquer dans la communauté l'autre, ben, écrivez-moi un message. Ça me fait plaisir. By the way, Costco, ça finit de main le mot Costco. Si vous m'écrivez Costco, là, vous avez un cadeau, comme j'ai dit. Mais le cadeau, il est entre le prix d'une action de Costco et d'un autre prix. Fait que là-dessus, je vous laisse passer une excellente soirée, puis on se reparle très bientôt. Yes, sir. Patrick. C'est un heure. Bon, sur ça, allez écouter la game de hockey. Ça me va être une grosse game.